Mesdames et messieurs, les hautes personnalités, mesdames et messieurs, chères consoeurs, chers confrères. En février de cette année, alors que je rédigeais les premières lignes de ce discours d'ouverture, l'idée m'est venue que si notre congrès avait eu lieu il y a une cinquantaine d'années, à l'époque de mai 68, ce n'est pas de protection que nous aurions parlé, mais de liberté. Il était interdit d'interdire comme si les règles empêchaient d'être libre. Cependant, mes pensées sur la liberté furent rapidement balayées, car un mois plus tard, le Parlement votait l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'impensable fléau du coronavirus qui envahissait irrésistiblement notre planète. De nombreuses mesures restrictives de liberté ont été adoptées dans le seul but de protéger l'humanité. Ainsi, depuis toujours, notre société, tel un balancier, oscille entre le désir de liberté et le besoin de protection. Selon les époques ou suivant les circonstances, le renforcement de l'une entraîne bien souvent l'affaiblissement de l'autre. Liberté et protection semblent s'opposer. Et nous voici au cœur de notre sujet. Nous voulons tous être protégés, mais chacun veut préserver sa liberté. Or, il existe un lien étroit entre la liberté et la protection, et ce lien, c'est la loi. Rousseau indiquait qu'il n'y a pas de liberté là où il n'y a pas de loi. Sans loi régnerait le droit du plus fort. Ainsi, mes chers confrères, la loi est nécessaire pour qu'existe la liberté. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle soit juste, et ce n'est qu'à cette condition que naît la véritable protection et le sentiment d'être protégé. Ainsi, tout est question de justice. Je dirais d'équilibre. Équilibre entre la liberté et la protection. Mais il y a un autre équilibre qu'il nous faut préserver. C'est celui qui doit exister entre les différentes parties. Si la loi ne préserve pas l'équilibre entre la protection des droits de l'un et la protection des droits de l'autre, alors elle est source d'injustice et elle constitue une entrave aux relations contractuelles. Ainsi, par exemple, il est nécessaire de préserver l'équilibre entre la protection du propriétaire et la protection du locataire. Il est nécessaire de préserver l'équilibre entre la protection de la personne vulnérable et la protection des tiers avec qui elle contracte. Sans cet équilibre, il n'y a pas de réelle protection. En tout cas, pas de protection pour tous, car nous le savons, donner plus de protection aux uns revient bien souvent à en enlever aux autres. Les évolutions de notre société ont inévitablement déplacé le curseur de cet équilibre. Et nombreux sont les observateurs de notre monde qui considèrent que nous arrivons à la fin d'un cycle économique et social qui explique le sentiment auprès d'une partie de la population que le juste équilibre n'existe plus et que nous manquons de protection. En résumé, la loi permet de protéger, tout en préservant la liberté, à la condition d'être juste et équilibré. Équilibre entre la liberté et la protection, équilibre dans les relations entre les parties. L'ambition de notre congrès sera de démontrer les évolutions nécessaires pour tenir compte de ce besoin de protection tout en préservant la liberté. Et nous verrons le rôle que jouent les notaires dans ce domaine. Notre équipe a décidé de travailler sur 4 sujets particuliers. Le premier concerne la protection des personnes vulnérables. Le deuxième concerne la protection des proches. Le troisième concerne la protection du logement. Et le quatrième concerne la protection qu'apporte le notaire. S'agissant tout d'abord des personnes vulnérables, la loi est censée protéger toutes les personnes vulnérables, mineures et majeures,
Si la loi de 2007 fut une véritable avancée en matière de protection des majeurs, et si l'ordonnance d'octobre 2015 a permis d'une certaine manière de clarifier les règles relatives à la représentation des mineurs, force est de constater que de nombreuses difficultés subsistent, notamment celles qui sont liées à l'allongement de l'espérance de vie, ce qui entraîne une augmentation des situations de faiblesse. La perte progressive des facultés cognitives liées à l'âge est rarement soudaine et définitive. Les actes accomplis par ces personnes sont fragiles, ils présentent un risque pour les tiers, mais aussi un risque pour les personnes elles-mêmes que l'on est censé protéger, un risque de marginalisation. Malheureusement, notre droit ne connaît pas cette zone que l'on appelle la zone grise, dans laquelle tout doucement, insidieusement, on peut rentrer lorsque l'on commence à perdre ses facultés sans être devenu incapable. Protéger les vulnérables, c'est aussi protéger les mineurs. Nous le savons, la loi prévoit un certain nombre de règles qui imposent le recours au juge lorsqu'il y a certains actes qui sont accomplis pour le compte des mineurs. Mais ces lois manquent de clarté et de cohérence. Ainsi, par exemple, il est nécessaire d'avoir l'autorisation du juge pour vendre l'appartement d'un mineur, mais pas pour l'hypothéquer ou pour le partager. Les règles de protection des personnes vulnérables doivent être clarifiées et adaptées aux besoins de notre société. Notre équipe évoquera aussi la protection des proches. Au travers des sujets abordés, nous verrons que liberté et protection peuvent se conjuguer. Nous évoquerons la question de la réserve héréditaire. Et nous verrons qu'un vent de liberté souffle ici et là. Mais les avis divergent. Certains voient dans la réserve un obstacle à la générosité ou tout simplement une injuste restriction à la liberté de disposer des biens que l'on possède. D'autres se souviennent que la réserve apporte de l'apaisement et de la solidarité au sein des familles. La volonté de protéger nos proches nous a également poussés à évoquer les couples. Bien évidemment, il est hors de question de revenir sur la distinction entre les différents modes de conjugalité, mais il nous est apparu tout aussi important d'assurer une réelle protection, par exemple, aux partenaires survivants. Nous verrons que, à travers cette volonté de protéger les proches, nous envisagerons des évolutions, des améliorations des outils qui nous permettent de protéger à la lueur des évolutions de notre société. Et nous verrons qu'avec un peu plus de liberté, nous pouvons mieux protéger. La protection du logement et du cadre de vie fut également au cœur de nos débats. Avoir un toit digne de ce nom est bien plus qu'une nécessité. C'est une condition d'existence dans notre société. Protéger le logement était donc une priorité pour nous. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Notre combat n'est pas celui du propriétaire contre le locataire ou du locataire contre le propriétaire. Notre combat est celui du juste équilibre, l'équilibre entre la protection de l'un et la protection de l'autre. Et dans ce domaine, il ne doit pas y avoir de position dogmatique. S'il est absolument nécessaire de protéger le locataire, il est tout aussi important de protéger le propriétaire, car plus de la moitié des propriétaires privés sont des petits propriétaires qui ne possèdent qu'un seul bien. Et parce que la sécurité et la santé des occupants d'un logement dépendent de l'état du bien et que l'état du bien dépend de la capacité du propriétaire à faire les travaux nécessaires pour rendre ce bien dans un état de décence. Il y a par ailleurs une situation très paradoxale
dans notre pays. D'un côté, le nombre important de sans-abri, près de 150 000, et plusieurs millions de mal-logés. Et de l'autre, le nombre tout aussi important de logements vacants, vétustes, laissés à l'abandon. Enfin, nous nous pencherons sur le rôle de protection du notaire. Par son statut particulier d'officier public et les devoirs qui en découlent, par la force inégalée de l'acte authentique qu'il établit, par sa responsabilité lourdement sanctionnée en cas de manquement, le notaire protège. Le notaire est investi d'une délégation de puissance publique qui lui impose une mission active, celle de garantir la sécurité juridique des actes authentiques que la loi l'autorise à établir. Le notaire protège parce qu'il a un devoir de conseil et d'impartialité. Le notaire protège parce qu'il a une garantie financière inégalée au profit de ses clients. Et le notaire protège parce qu'il a un devoir d'impartialité, d'équilibre, qui lui impose d'apporter une protection à chacune des parties. Ainsi, il existe un lien étroit entre la protection et notre profession. Dans le prolongement de la loi, le notaire permet d'éclairer, de protéger, parce qu'il est le garant du consentement éclairé des parties. Voici donc, mes chers confrères, mesdames et messieurs, quelques-uns des sujets qui seront évoqués par les 4 commissions durant ces 3 jours. Mais il me reste un dernier sujet à évoquer avec vous. Ce sujet concerne les raisons pour lesquelles j'ai choisi le thème de la protection. Chaque année, nous, les notaires, recevons près de 20 millions de clients qui nous font part de leur désir de protéger et leur besoin de l'être. Au quotidien, nous rentrons dans la vie des gens et partageons leurs projets, leurs besoins, leurs joies, leurs peines. Combien d'histoires avons-nous gravées dans nos mémoires? Combien d'histoires avons-nous dans le secret de nos actes? Des histoires qui nous ont marqués, des histoires qui nous ont touchés. Ces histoires sont celles qui forgent l'âme des notaires, cette âme si particulière qui fait qu'au-delà de nos obligations professionnelles, nous recherchons perpétuellement la protection des autres. Eh bien, je voudrais vous raconter l'une de ces histoires, car elle n'est pas étrangère au choix du thème de notre congrès. Cette histoire concerne un homme qui m'est proche, mais qui, d'une certaine manière, est proche de chacun d'entre nous, car, contre toute attente, un jour, cet homme est devenu notaire. Alors, étudiant dans un pays qui subissait l'oppression, il décida de rejoindre le mouvement qui se soulevait pour la liberté. Malheureusement, l'insurrection fut rapidement matée par l'armée et, comme beaucoup d'autres, il fut capturé et emmené dans des camps de prisonniers. Ayant réussi à s'évader durant le sinistre voyage, il fut contraint d'abandonner sa famille et son pays. Seul, à 19 ans, au milieu des réfugiés, mais en quête de liberté et de démocratie, il décida de rejoindre la France. Arrivé à Paris, sans argent et sans parler notre langue, il fut contraint de vivre sous les ponts et connut l'atroce réalité de devoir exister sans logement. Et rapidement, il put trouver un travail comme ouvrier dans une usine et entreprit d'apprendre le français. Au bout d'1 an, il repassa son bac, reprit ses études de médecine et fit des études de droit. À cette époque, il fit la connaissance d'une dame qui venait de perdre un enfant d'une 20aine d'années lui aussi. Et un lien d'affection très étroit se tissa entre eux. Il a toujours considéré cette dame comme sa seconde maman. Sur sa terre d'adoption, il put devenir notaire. Il construisit sa propre famille, celle créée par le mariage
celle créée par le sang, mais aussi celle créée par le lien d'affection. Cette histoire m'a été léguée. Elle est inscrite dans mes gènes, l'histoire d'un père qui s'est battu pour la liberté, qui s'est battu pour protéger les autres et qui aujourd'hui, à plus de 80 ans, mérite que la société le protège dignement. Ainsi, mes chers confrères, et ce sera ma conclusion, nous avons choisi d'évoquer l'impérieuse nécessité de protéger le logement, celui qui nous permet d'exister. Nous avons souhaité analyser les moyens d'améliorer les outils qui permettent de protéger nos proches, ceux que l'on aime. Et nous avons voulu approfondir les moyens de protéger les personnes vulnérables dans le respect de leur dignité. Si nous avons décidé d'évoquer ces sujets, c'est parce qu'ils sont au cœur des attentes de nos concitoyens et parce que nous, notaires, sommes les témoins et les acteurs de ces réalités. Ce que nous apportons, c'est l'apaisement dont notre société manque cruellement, mais c'est aussi l'équilibre qui permet de préserver la liberté tout en assurant la protection. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci, merci. Merci.